La presse financière israélienne relate le scandale de la Histadrut sous le prisme du conflit d'intérêts des assureurs et acheté bleu-blanc lors du Black Friday israélien à la fin de ce week-end. L'économie vous passionne? Eh bien, ça tombe bien, c'est le moment de retrouver la chronique de Daniel Guggenheim sur ce qui a buzzé dans la presse économique cette semaine. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va commencer avec un scandale. Eh oui, en Israël, on adore les scandales. Un de plus, c'est le scandale de la Histadrut. On soupçonne le patron de, voilà, on va dire corruption, on va employer un grand mot, en tout cas d'une entente frauduleuse avec une compagnie d'assurance. Qu'en est-il? Est-ce bien vrai, Daniel? C'est ce qui est bien vrai ou pas, ça on le verra, la justice le décidera. Mais ce sujet-là, ce scandale-là, comme vous avez dit, pour la presse financière, a été l'occasion de rappeler le problème inhérent des assureurs qui sont des fois, ce qu'on appelle en hébreu nigodinyanim, qui ont des intérêts des fois pas obligatoirement ceux des clients. Qu'est-ce qui se passe en Israël lorsque on place de l'argent ou qu'on achète ce qu'on appelle une police d'épargne ou bien Coupat Gemel et HKA, etc. Tous ces produits-là financiers qui sont distribués par les assureurs. En Israël, le modèle est suivant. On paye pas l'assureur, on donne tout est gratuit. Et donc on donne, on prête 100 000 shekels, c'est 100 000 shekels qui sont investis, mais il y a des frais de gestion. Sur ces frais de gestion que la boîte d'assurance doit pour gérer cet argent, en partie, c'est aussi une rétribution aux assureurs. Bien entendu, eux, ils vont rétribuer pour que les assureurs leur apportent des clients. Ils ont même des commissions qui s'appellent « Tu as réussi d'amener un client qui était dans une autre compagnie, tu me montres que tu viens chez moi ». Donc, on pourrait penser qu'il y a un problème inhérent de conflit d'intérêts. Voilà le mot. Maintenant, ce qui s'est apparemment passé au niveau qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Histadrut? Grandiose. Ce qui s'est passé au niveau de la Histadrut, c'est que, d'après, encore une fois, ce que vous avez raison de dire, les soupçons qui pour maintenant, le chef de la Histadrut et sa femme auraient fait du non-donnant avec un grand assureur, c'est-à-dire ce qu'on appelle un Sochen Nishkat Sochnen, c'est-à-dire vraiment en gros, ils ont récupéré une commission versée par l'assureur pour leur envoyer des clients. C'est un peu ça, quoi. Où c'était plus compliqué. L'assureur leur a donné des fois le fait de pouvoir avoir des jobs ou des machins comme ça, contre le fait que eux, ils font que, par exemple, la Histadrut a un énorme poids, et également d'ailleurs dans les municipalités ou n'importe où, dans les grandes entreprises, où vous pensez bien dans tout ce qui est l'économie de la Histadrut, et de faire que ces gens-là prendraient l'assurance, placeraient leur argent ou prendraient l'assurance chez cet assureur-là, qui s'appelle Monsieur Gabay. Et donc, c'est ça le soupçon. Donc, on voit qu'il y a eu quelque chose une entente. Et donc, qui fait revenir ce problème de conflit d'intérêts. Et pour dire un chiffre, en 2024, tous ces commissions-là pour les assureurs a été de 12 milliards de shekels, ce qui est important. C'est 9% plus que 2023. Mais bien sûr, c'est que il faut voir ça, c'est les gros assureurs énormes et les petits ont beaucoup moins. Mais c'est comme ça le marché qui marche. Mais c'est quand même très important. Alors, l'État depuis longtemps, c'est-à-dire le ministère des Finances et autres, pense à l'autorité des marchés financiers qui s'occupe de ça, pense à une réforme qui ferait que les clients paieraient directement les assureurs et donc il y aurait plus ce conflit d'intérêts, puisque moi, si mon assureur est bien, je suis content, je le paye, sinon je vais chez quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qu'ils veulent faire. On en parle, vous savez, c'est comme le monde de Loch Ness, on parle toujours, pour l'instant ça se fait pas, mais ce qu'il faut dire la chose suivante, eux, qu'est-ce qu'ils répondent des assureurs? Ils disent d'abord, comme dans tous les métiers, il y a des brebis galeuses, on peut pas rien faire, mais ils disent c'est pas vraiment c'est vrai qu'il y a un conflit d'intérêts, mais en vérité nous on y perdrait, c'est-à-dire si par exemple on va envoyer quelqu'un chez une autre compagnie uniquement parce qu'elle nous donne plus de commissions, finalement les gens vont nous quitter parce qu'ils verront les résultats des rentabilités et donc on n'a rien à gagner de ça. Et je dois dire cet argument, il y a une preuve de cela, c'est que il y a une société qui s'appelle Hatchuler Shaham qui est très connue, il fait énormément de marketing. Il y a quelques années, il était en haut de la table pour tout ce qui est financier, puis ils se sont écroulés parce qu'ils ont investi en Chine et autres, ils ont fait des mauvaises décisions. Et beaucoup de gens les ont quittés. Et ils ont donné des primes, on peut dire des primes, des commissions mais ça n'a très pas importantes aidé. aux assureurs. Et ce qu'on voit, c'est que cette année spécialement, en plus, plein de clients les ont quittés. Et je crois ça représente 1 ou 2 milliards de shekels. Donc ça ne sert à rien le fait qu'ils donnent des primes parce que les assureurs savent qu'après les clients vont les quitter. Ce qui compte, c'est un bon travail quand même. Et dernière chose que je voudrais dire, je pense pas, on passe aussi politiquement, ça passera pas parce que les assureurs sont très liés aux partis politiques, surtout liés
Likoud, donc on dit que ça passera pas. Mais je dis dernière chose à ce sujet, c'est qu'en général, quand le ministère des Finances fait des réformes de ce genre en disant il faut aller sur le côté éthique des choses, finalement ça revient plus cher et moins bien aux consommateurs. Donc je crois que c'est pas ça qu'il faut faire, mais plus de surveillance. Alors, voilà, plus de surveillance. Exactement. Alors justement, on va parler maintenant d'un rapport annuel de l'Institut des statistiques sur la redistribution de l'aide sociale. Mais oui, il y a de l'aide sociale en Israël, enfin des aides diverses et variées, par exemple, je pense au Milouimnikim, etc. Et donc apparemment, on aurait augmenté en 2024, puisqu'on n'a pas encore les chiffres de 2025. Oui, on n'a pas encore les chiffres de 2025, puisque l'année n'est pas terminée. Pas terminée, donc en 2024, plus 10% par rapport à 2023, c'est pas mal. Tout à fait. On est pratiquement de 270 milliards de shekels, ce qui représente 13% du PIB par personne. En vérité, pas tout le monde reçoit évidemment. Ça représente près de 26 000 shekels. Qu'est-ce qu'on englobe dans cette enveloppe sociale qui est donnée par le gouvernement, surtout par le gouvernement, un peu par ce qu'on appelle les Malkarim, c'est-à-dire les associations un peu non lucratives ou autres, comme Kalita et je sais pas. Mais le plus gros, bien sûr, c'est de l'État. C'est tout ce qui est, ce qu'on appelle en hébreu, kitzbaot, pension, on dirait, que ça soit les pensions de vieillesse, pension pour les gens handicapés, allocation familiale, etc. Donc c'est tout ce qui aide à ce niveau-là. C'est très important. Et bien entendu, ça a beaucoup augmenté, comme à cause de la guerre. Et sûrement en 2025, souvent qu'on aura les chiffres, ça sera important. Peut-être à la fin de l'année moins, puisque maintenant d'ailleurs, ils pensent moins aider, ils continuent à aider Milouiki, mais moins qu'avant. C'est normal, puisque le niveau de la guerre a diminué. Donc c'est important à dire. Maintenant, donc ça c'est point de vue des chiffres. Point de vue intéressant, c'est que, et ça j'ai trouvé, ils posent aussi des questions aux gens, à part les chiffres bruts dont on vient de voir. Et ils ont demandé aux personnes âgées, c'est-à-dire les femmes de plus de 60 ans, les hommes plus de 65 ans, comment est-ce que vous vous en tirez avec les aides que vous avez de l'État? Et un tiers de ces personnes disent qu'ils ont reçu, ils n'arrivent à vivre que par l'aide de la famille. Ça veut dire que d'un côté, on peut dire, bon, l'État n'est pas assez, mais d'un côté, je me demande s'il y a un pays comme ça, que les familles aient tellement, les gens, rendez compte qu'un tiers des gens sont aidés par la famille, c'est ça qui leur permet de survivre. Bon, on va espérer que les gens aient moins besoin d'aide et que les choses, en tout cas, s'arrangent de ce côté-là. Puisqu'on parlait de la guerre, on va continuer. On a parlé beaucoup, pendant ces chroniques, Daniel, du succès phénoménal de la bourse israélienne pendant la guerre. Tout le monde disait que ça allait s'effondrer. Or, les investisseurs étrangers nous ont soutenus. Ils sont arrivés en masse, ils ont investi et la bourse israélienne a connu des records. Alors maintenant, il y a une petite nouveauté, c'est que les Israéliens reviennent. Ils reviennent investir, non pas comme ils l'ont fait pendant la guerre à l'étranger, mais en Israël. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Comme vous êtes une fidèle auditrice de cette chronique, vous connaissez maintenant tout sur la bourse israélienne et vous n'êtes pas étonné de ce que je vous dise que la bourse a eu des records et le fait que les Israéliens reviennent. Et donc, je pense aussi que je vois, parce que beaucoup m'écrivent et me parlent après les émissions, que aussi ils entendent ça et ils ont maintenant compris que le marché financier israélien est passé par la bourse est quelque chose de très intéressant en ce moment. Et alors, il y a l'appréhension, le fait qu'on voit des records, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en vérité, point de vue de collecte des fonds. Et alors, on a eu maintenant les chiffres cette semaine qui sont venus pour le mois d'octobre. Et là, on sait que les Israéliens sont revenus en masse, à peu près 3 milliards de shekels, c'est énorme, d'achat de SICAV. Et on a vu qu'ils ont acheté, d'abord ceux qui achètent des SICAV, c'est des Israéliens, et deuxièmement, on a vu qu'ils ont acheté surtout des SICAV sur le marché israélien, et pas ce qu'on appelle les SICAV roule, ça veut dire les SICAV qui vont sur le marché étranger. Donc, c'est vraiment sur le marché israélien qu'ils sont allés. D'ailleurs, ce fait donc de ces à peu près 3 milliards qui sont venus, en tout des SICAV en Israël, il y a 736 milliards de shekels qui sont gérés par les SICAV, c'est un chiffre assez impressionnant. Et d'ailleurs, cette semaine, la Banque Leumi a atteint le chiffre à bourse, la valeur boursière, à 100 milliards de shekels. Ça c'est jamais arrivé. Ça prouve vraiment l'intérêt des entreprises israéliennes et spécialement du marché financier des banques dont on a voulu parler ici beaucoup. Et d'ailleurs, Smotrich a rappelé qu'ils font trop de bénéfices
bénéfices, et donc il va essayer de les faire participer plus à l'État, au budget de l'État. Une chose intéressante là-dessus que je voudrais quand même noter, c'est le fait que les astronautes caspiotes dont on parle souvent ici, c'est-à-dire en français SICAV monétaire, ce qui est vraiment le placement populaire qui correspond à peu près au dépôt bancaire, point de vue sûreté, qui est liquide, etc., dont on a souvent parlé ici. Et ben, pendant les 7 derniers mois, il n'a fait qu'augmenter. Et là, ce dernier mois-là, il y a une toute petite baisse de 100 à 200 millions de shekels. Surtout d'ailleurs, sur les shekels israéliens, c'est étonnant parce que le shekel se renforce et donne mieux que les autres monnaies. Mais on peut se demander, peut se demander, voilà, comment ça, et surtout que ça monte pas, quoi. Baisse vraiment très, très marginale. Pourquoi c'est comme ça? Et pourtant, je voudrais redire ici, d'un côté, les Israéliens ont continué d'investir dans les SICAV, et alors en même temps, ça baisse. C'est un peu bizarre. Celui-là, cette catégorie, ça. Et pourtant, la rentabilité générale de ces caspiotes reste bonne, hein. Elle est toujours autour de 4, 4,5, c'est très intéressant par rapport à ce que c'est, par rapport aux dépôts, par rapport au risque que ça donne. Quel est, à mon avis, quand vous demandez, c'est mon avis, c'est ma thèse, d'accord? Il y a un phénomène qu'on parle en économie, qu'on voit lorsque les bourses montent très fort et qu'il y a une euphorie, le public prend plus de risques. D'un côté, c'est peut-être des fois même des gens qui sont dans les crânotes caspiotes, donc dans ces SICAV monétaires, et ils veulent un peu goûter avec un petit peu d'action ou aller sur les obligations qui sont pas seulement d'État, des entreprises. Ils se disent, moi aussi, je veux gagner de l'argent. Oui, et ils goûtent un peu au risque parce ils voient quoi? Ils voient les chiffres. Ils voient que qu'il y a des indices phares qui ont augmenté cette année entre 50 et 100%. C'est énorme, d'accord? Le problème, je pense, c'est qu'ils arrivent des fois trop tard. C'est-à-dire ceux qui ne savent pas ce que c'est la bourse, que des fois ça peut monter et des fois ça peut descendre tout d'un coup très fort et qui sont pas des gens qui sont dans le système, ils font pas des bons choix. Ils achètent généralement quand c'est cher et ils vendent quand c'est quand c'est bas. Et donc c'est pas bon. Pour nos auditeurs, je mets en garde je dis pas qu'il faut pas, au contraire, je pense qu'il y a encore d'ailleurs une marge à la bourse et qu'elle est volatile comme tout le monde et qu'elle restera volatile, mais il y a encore des choses économiques bien qui peuvent se passer, mais je dis que faites attention si vous passez de SICAV monétaire, crâne caspite à une autre chose, que ça sera plus volatile et peut-être votre capital sera atteint. Bon, alors, sur ce bon conseil, on va trouver une autre façon de dépenser notre argent, puisque c'est le mois du shopping. Pas besoin d'investir à la bourse, vous pouvez acheter blanc-bleu, tout simplement. Je crois que c'est le conseil de Daniel pour cette semaine. On achète blanc-bleu pour le Black Friday, alors. Tout à fait. Je dirais, je vous dis mon titre, c'est donc cette semaine du commerce sous la reconstruction et le shekel fort. Pourquoi je dis reconstruction et pourquoi je fais le bleu-blanc? Parce il va y avoir à la fin de la semaine, ce week-end-là, ce qu'on appelle le shopping Hayel. Il a un peu commencé déjà début novembre, mais ça sera le summum et les grandes réductions vont être à la fin de la semaine. On parle par exemple de certaines enseignes qui vont aller jusqu'à moins 40%. D'ailleurs, pour pas oublier, j'invite les gens qui veulent me demander ou bien je le faire, je peux mettre à Bordeaux toutes les entreprises israéliennes, je parle, qui vont participer à ce Black Friday, qui vont donner des réductions. Pourquoi c'est important? Parce que dedans, il y aura, on parle de 3000 compagnies israéliennes donc qui vont participer à ça, donc 300 qui sont à la frontière. Et dans le nord et dans le sud. Et ce que je voulais dire, ils disent que 10% de ces sociétés dont je parle des 3000 sont dirigées par des réservistes. Donc, c'est aider également tous ceux qui nous ont fait donc acheter blanc-bleu, soutenir les Milonikim, soutenir toutes les entreprises de Haute-Faza et du Nord, toutes celles qui ont subi vraiment des dommages et des pertes de chiffre d'affaires pendant cette guerre, c'est évident. Donc, c'est pas mal. Je pense qu'on va mettre le lien, Daniel. Très bien. Et alors, dernière chose que je voulais dire, c'est le shekel fort, puisqu'on a un dollar qui est en dessous de 3,30, autour de 3,25, et que beaucoup de choses vont venir aussi de l'étranger, de façon générale. Et Israël va être content parce que ils vont avoir, pour eux, en shekel, ça va leur coûter beaucoup moins cher que les autres années. Bon, bah voilà. Donc, vous savez quoi faire. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci, Daniel, pour ces infos toujours pertinentes. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.